Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Patrice Bonny. Je vais intervenir ici aujourd'hui en tant que membre de l'association et du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc le titre exact c'est ça, Territoire zéro chômeur de longue durée. TZCLD, c'est un peu barbare. Je suis dans ce projet, je suis administrateur, enfin membre du CA, parce que j'y représente une des 5 associations fondatrices de l'association qui accompagne le projet. Je suis membre du pacte civique. Donc je vais vous dire un tout petit mot sur le pacte civique. Et donc je fais également partie de l'équipe nationale qui anime le projet Territoire zéro chômeur. Et au sein de cette équipe, qui est une équipe mixte salariés et quelques bénévoles, moi je suis bénévole, je m'occupe justement, c'est logique, du pôle bénévole, c'est-à-dire que c'est moi qui essaye d'animer les bénévoles qui accompagnent le projet et qui le rejoignent. Et puis également, je co-anime avec Patrick Valentin, qui aurait dû être à ma place aujourd'hui ici. Je co-anime un groupe de travail pour une deuxième phase d'expérimentation qu'on voudrait lancer en 2019 et dont je vous dirai un mot pendant l'exposé. J'ai deux bonjours à vous transmettre. Celui bien sûr de Patrick Valentin qui est le père du projet. Hein. Moi j'ai rejoint il y a 2-3 ans, mais le projet Patrick il a commencé à travailler dessus en 95, donc c'est vous dire que c'est vraiment son bébé et qu'il le connaît bien, mais il avait vraiment des obligations. Le projet est en pleine ébullition, en pleine actualité. Il n'avait pas pu remettre un rendez-vous important pour la suite du projet. Et puis, je vous transmets également je représente aussi un peu ici Jean-Baptiste de Foucault. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaissent ou ont lu ses écrits, qui est le fondateur du pacte civique. Oui, le pacte civique, il y a 4 valeurs. Le pacte civique, c'est un mouvement citoyen qui repose sur 4 valeurs, qui sont la créativité, la justice, la fraternité, et j'ai gardé la dernière, la sobriété. Donc, vous voyez que je suis pas là complètement par hasard. La sobriété est depuis 2011 une des 4 valeurs fondatrices du pacte civique. Et Jean-Baptiste a écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle l'abondance frugale, donc qui est également, je pense, qui rejoint un peu les thématiques sur lesquelles vous allez travailler et réfléchir. Donc l'association Territoire zéro chômeur de longue durée, en fait, elle accompagne donc le projet. Le projet, il a été porté par Patrick Valentin au départ et ATD Carmonde. Vous verrez dans ce qui fonde le projet, on retrouve beaucoup des valeurs d'ATD Carmonde. Donc ATD Carmonde a porté pendant longtemps le projet pratiquement seul avec Patrick Valentin. Et quand il a fallu le transformer en un projet de loi et mobiliser un peu pour obtenir cette loi d'expérimentation, ATD a été rejoint par donc 4 autres associations qui sont Emmaüs France, le Secours catholique, à l'époque la FNARS, qui est devenue maintenant la Fédération des acteurs de solidarité, présidée par Louis Gallois, et le Pacte civique. Donc c'est cette association qui est, une fois que la loi est passée, donc ces 5 associations sont devenues des associations fondatrices de l'association qui porte maintenant le projet. Cette association, elle est présidée par Laurent Grand-Guillaume, qui était député à l'époque, qui ne s'est pas représenté, donc qui n'est plus député, mais qui est le député qui a été le rapporteur de la loi et qui, à titre bénévole maintenant, anime cette association pour continuer à faire vivre le projet. Et à côté de cette association, donc, qui elle, s'occupe un peu de l'accompagnement et de la suite du projet, il y a une autre structure qui s'appelle ETZCLD, donc Expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, qui, elle, est spécifiquement dédiée au suivi de l'expérimentation en cours sur les 10 territoires et dont je vais vous parler tout à l'heure. Celle-là, elle est présidée par Louis Gallois, qui est le président du fonds qui gère cette expérimentation. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le schéma un peu de ce que je veux vous dire, je vais vous dire un mot sur les fondamentaux du projet, c'est important et vous verrez que ça peut rejoindre un peu vos réflexions. Je vous dirai aussi comment se passe actuellement la première expérimentation et sur quoi elle repose. Je vous donnerai quelques perspectives sur qu'est-ce qu'on veut faire par la suite de cette expérimentation et sur quoi on veut l'avoir débouché. Et puis je me suis quand même fendu d'une petite réflexion pour
rejoindre un peu votre thème et de m'interroger un peu sur en quoi ce projet, cette démarche peuvent revêtir des aspects écologiques, c'est-à-dire en complément des aspects socio-économiques qui vous paraîtront évidents, mais quelle dimension écologique on peut y voir, voire s'interroger un peu sur sa contribution à une approche de sobriété dans la société. Alors les fondamentaux. Alors je vais devoir aller assez vite dans la présentation, mais vous aurez tous une petite plaquette qui est très bien faite. Je n'y ai pas contribué, donc je peux le dire, qui est le manuel d'expérimentation et qui en une douzaine de pages vous présente vraiment bien la démarche et la manière de procéder, d'où vient le projet, son historique et tout. Donc ça vous l'aurez tous. Là j'en ai amené, je pense, à peu près suffisamment, et donc ça vous permettra d'avoir des détails et ça me permettra de passer assez vite sur certains points qui demanderaient des développements un peu trop longs. Donc les trois principes de base du projet, c'est alors le premier, c'est personne n'est inemployable. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup. C'est quand je parlais d'ATD Quart Monde, personne n'est inemployable. On est vraiment là dans les fondamentaux qui ont fait naître ATD Quart Monde. Et donc c'est également là-dessus que repose toute la démarche de l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens inemployables. Et quand on parle des gens éloignés de l'emploi, on est quand même nombreux à penser que c'est souvent plutôt l'emploi qui s'éloigne des gens plutôt que eux qui souhaitent s'en éloigner. Donc c'est ça le premier principe, c'est de dire non, il y a des gens inemployables, ça n'existe pas. Le deuxième principe, c'est pas le travail qui manque. C'est plutôt les emplois, c'est-à-dire que des choses utiles à faire autour de nous, on en voit tous. On sait qu'il y a des choses qui feraient du bien à la société, qui feraient du bien aux gens autour de nous, mais qu'on ne peut pas faire parce que économiquement, on ne peut pas transformer ces besoins non satisfaits en emploi. Donc le problème, c'est pas un problème de travail qui n'existe plus, c'est un problème de travail qu'on ne sait plus transformer en emploi. Donc ça, c'est ça le deuxième principe de base. Alors le troisième, qui est une condition un peu sine qua non pour pouvoir démarrer quelque chose, c'est de dire c'est pas non plus l'argent qui manque. Alors ça, c'est évidemment à l'inverse de ce qu'on entend en boucle en permanence, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on suggère quelque chose, on vient vous dire que oui, mais il y a des contraintes budgétaires, c'est pas possible, il n'y a pas d'argent, on a de la dette, etc. Et pour une bonne part, tout ça, c'est vrai. Mais nous, ce qui a donné naissance au projet, c'est de dire mais on est capable, et fort heureusement en France, de consacrer des sommes importantes pour réparer les dégâts que provoque le non-emploi des gens et le chômage, parce que fort heureusement les gens qui n'ont pas de travail, ils sont pas totalement abandonnés à eux-mêmes et la société. Il y a des indemnités de chômage, il y a tout un tas de prestations qui sont quand même assurées pour les gens qui n'ont pas de travail. Et donc le principe aussi du projet, c'est de dire ces sommes qu'on est prêt à dépenser pour limiter les dégâts provoqués par le chômage, il vaudrait mieux les réinvestir pour transformer ces besoins non satisfaits en emploi, et parce qu'on estime que la valeur travail et que le lien social que crée le travail, c'est plus important que de simplement indemniser les gens financièrement pour leur permettre de survivre. Et on voudrait qu'on passe de la survie à une vraie vie sociale pour tous ces gens qui sont privés d'emploi. Donc voilà les trois principes. Vous verrez dans la plaquette, là je vais passer très vite, il y a eu des tas d'études économiques et tout, alors on se bat à coups de milliards, ça c'est toujours intéressant pour savoir comment on calcule ce que coûte réellement la privation d'emploi et le chômage dans la société, les coûts directs, les coûts indirects, etc. et tout. Enfin bon, la conclusion qu'on a réussi à valoriser au niveau du Parlement et du financement du projet, c'est de dire que l'ordre de grandeur, c'est que la société, elle consacre environ 15 000 euros, alors il y en a qui disent plus, il y en a qui disent un peu moins, enfin c'est autour de 15 à 20 000 euros par an, ce que coûte une personne privée d'emploi à la société, simplement pour lui permettre de rester dans des conditions sociales à peu près acceptables. Donc c'est cette somme-là dont on dit il vaut mieux la réinvestir pour permettre à cette personne d'avoir un retour à l'emploi et de pouvoir reprendre une activité sociale qui va lui permettre de payer des cotisations et au système de se remettre dans le bon sens. Donc la première expérimentation, alors
ce qui a donné naissance à l'expérimentation en cours, c'est une loi du 29 février 2016, donc facile à retenir, c'était une année où il y avait un 29 février. Mais la loi n'est pas venue de nulle part. Je vous disais, les premières expérimentations, ça a été à Seiches-sur-le-Loir. C'est Patrick Valentin, donc qui est à l'époque. J'ai retrouvé dans la revue Carmonde du mouvement ATD un article de 97 où Patrick Valentin décrivait ce qu'il faisait à Seiches-sur-le-Loir et qui était, pratiquement le projet tel qu'il est actuellement était déjà à 90% dans ce qu'il tentait de mettre en place à Seiches-sur-le-Loir. Simplement, tout seul à Seiches-sur-le-Loir et en essayant de récupérer les fonds qui étaient consacrés à l'indemnisation du chômage, uniquement à Seiches-sur-le-Loir et sans un cadre juridique qui le permettait, ça a été impossible. Et donc le préfet, au bout d'un moment, lui a dit non, moi j'ai pas de financement pour ça, et moi je sais pas aller chercher l'argent consacré au chômage pour créer les emplois à Seiches-sur-le-Loir tout seul, quoi. Donc ça s'est arrêté, mais les principes existaient déjà. Donc après, ATD Carmonde a essayé de porter le projet, et c'est pas anodin, mais assez rapidement, on a vu que ce genre de projet qui est plus qu'un, on tient beaucoup dans l'équipe à dire que c'est pas un dispositif. Et les administrations et les ministères, ils savent gérer les dispositifs. C'est-à-dire que quelque chose qu'on sait appliquer d'un seul coup sur toute la France et tout, et qui rentre bien dans les cases de l'administration, ça c'est gérable. Un projet comme ça qui dit il faut partir de l'initiative citoyenne, il faut regarder ça localement et tout, c'est très difficile à concevoir pour une administration centrale. Et très vite, les porteurs de projets ils se sont rendus compte que en allant voir les administrations, la DGEFP, qui est le bras armé du ministère du Travail, la délégation générale à l'emploi, ou même les ministres du Travail, Michel Sapin, François Rebsamen, c'était inaudible. Le projet, il était inaudible pour l'exécutif et l'administration. Donc assez vite, il y a eu un blocage, et ce blocage, il a pu être contourné grâce à la voie parlementaire, c'est-à-dire que il existait une loi dite organique en 2003. Il y a eu la Constitution a été changée pour permettre une expérimentation territoriale, c'est-à-dire de revenir dans le cadre d'une expérimentation, on pouvait déroger à des règles, à des lois nationales pour une expérimentation ponctuelle. Cette loi, à ma connaissance, elle a été organique d'expérimentation, elle a été utilisée que 2 fois. Une fois pour le RSA, pour permettre l'expérimentation du RSA, et qui a été généralisée très rapidement, mais pendant la phase de démarrage et d'expérimentation, ça a été basé sur cette loi d'expérimentation. Et la deuxième utilisation, ça a été pour territoire zéro chômeur. Donc ça permet de déroger à des règles nationales en place pour faire une expérimentation. Donc là, les règles en question, c'était la mobilisation des fonds normalement dédiés à l'indemnisation du chômage. Alors ça a été un peu contourné dans la loi, ça n'a pas été totalement obtenu. Et également des règles dérogatoires vis-à-vis de l'embauche. C'est-à-dire que normalement, vous ne pouvez pas faire de discrimination à l'embauche. Et là, vous verrez que dans les principes de l'expérimentation, si, on n'embauche que des chômeurs de longue durée et du territoire dans le cadre de l'entreprise. Et donc, il y a une dérogation à l'ouverture de l'emploi à tous. Bon, donc il y a eu cette loi d'expérimentation du 29 février 2016 qui a lancé les choses. Donc après, je vais vous dire un mot revenir un peu sur les principes fondamentaux et sur la méthode de mise en place. Le dispositif institutionnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un fonds d'expérimentation qui est piloté donc par Louis Gallois, qui représente les associations, et c'est comme ça que les associations ont réussi à garder quand même un peu la main sur l'expérimentation, parce que au conseil d'administration de l'expérimentation, on retrouve toutes les administrations, tous les ministères, tous ceux qui gravitent autour, et il y avait que 3 personnes qualifiées, mais on a réussi à obtenir que le président du fonds soit quelqu'un qui représente les associations, mais qui connaissent quand même bien le monde administratif. Et donc, Louis Gallois est un relais essentiel entre l'administration et le monde associatif dans ce fonds. Et l'évaluation, là, vous pourrez regarder la littérature aussi dessus. C'est très important quand on fait une expérimentation. Donc, on tient à ce qu'il y ait en même temps une expérimentation qui est celle qui est prévue par la loi avec la DARES, l'INSEE, etc. Mais nous, on veut aussi faire un bilan humain, c'est-à-dire que tout se met pas en chiffres.
Et donc le retour à l'emploi de gens qui en sont très éloignés, qui ont été de longues années sans travail. Nous, on va également mesurer sur le plan humain et sur le plan local, ce que ça peut avoir comme impact positif. Et on tient beaucoup à ce que ça soit également mis dans la balance de l'évaluation. Alors, la loi du 29 février, donc, il y a donc l'objectif, c'est de permettre le retour à l'emploi de chômeurs de longue durée. Comme c'est une expérimentation territoriale, hein, il y a 10 territoires expérimentaux actuellement qui sont en train de tester le projet. On a mis une condition de résidence, c'est-à-dire que on veut pouvoir mesurer l'impact d'un projet local en local. Et donc, pour pouvoir rentrer dans la démarche, il y a 3 conditions. C'est il faut résider sur le territoire depuis au moins 6 mois. On n'a pas mis une grande ancienneté, mais faut pas venir sur le territoire pour tester le projet. On veut que le projet s'adresse aux gens du territoire. Faut être sans emploi depuis 1 an. Alors ça c'est quelque chose qui a été tout à fait vérifié. Actuellement, dans les 400 personnes qui travaillent dans le cadre de la démarche du projet, la durée moyenne de privation d'emploi avant de rentrer dans le projet, c'est 4 ans. Donc on voit qu'il n'y a pas photo. On arrive bien effectivement à aller chercher des chômeurs de longue durée. Et puis il faut être volontaire, parce que donc la volonté. Alors, il y a des petits débats entre nous. ATD Quart Monde veut vraiment qu'on aille chercher les gens les plus éloignés de l'emploi, ceux vous connaissez ATD Quart Monde, c'est leur credo. Hein. Ils veulent aller vraiment chercher les gens les plus en difficulté, les plus cassés. Et donc, certes, on veut aller les chercher. On veut pas se contenter des fichiers de Pôle Emploi ou des missions locales et dire ben voilà, c'est ceux-là qu'on va voir. Donc on va vraiment proposer ça à tout le monde, mais on va toujours proposer. Les gens ne viendront travailler. C'est pas le travail obligatoire. Donc les gens, on essaye de les convaincre du bien fondé de notre démarche, que c'est leur projet, qu'il faut qu'ils viennent avec nous. Il faut qu'ils viennent avec nous pour y réfléchir. Il faut qu'ils viennent avec nous pour y travailler. S'ils sont volontaires, s'ils sont prêts. Ça doit rester quand même pour nous, c'est une condition sine qua non. Donc on tient beaucoup à ce que ça soit proposé aux gens, mais pas obligé. Donc le principe, c'est le financement. Je vous ai dit, donc il y a un financement qui est mis en place, c'est-à-dire qu'on récupère dans le cadre de l'expérimentation. La loi prévoit que par emploi créé, donc on a une subvention de 15 000 € à peu près par an par emploi créé, récupéré sur ce qu'aurait coûté le chômage des gens qu'on a remis en emploi. Et puis donc les préalables, ça je vais y revenir dans les fondamentaux, c'est partir des compétences. Et répondre aux besoins locaux non satisfaits sans concurrence avec les emplois existants sur le territoire. Donc l'expérimentation, elle va durer 5 ans. C'est ce qui est prévu par la loi. Un territoire. Alors pour nous, un territoire, ça peut être une commune, un morceau de commune si la commune est plus grande, une communauté d'agglo si la commune est plus petite. Enfin, c'est à géométrie variable. Par contre, vraiment la règle à laquelle on a tenu dans l'expérimentation, c'est que c'est un territoire restreint. C'est-à-dire qu'on veut que ça reste. Pour nous, c'est une dimension importante du projet. Ça doit rester des projets à échelle humaine. Donc, c'est 5 à 10 000 habitants, de manière à ce que la structure qu'on va mettre en place pour accueillir les gens et créer de l'emploi, ça touche en gros 100 à 200 personnes sur le territoire concerné. On veut pas créer de monstres avec on sait pas gérer des centaines de salariés dans une structure comme celle-là. Donc actuellement celles qui sont les plus avancées ont environ 80 ou 90 salariés. On voit que c'est en 1 an créer une entreprise qui a recruté 80 ou 90 personnes qui pour la plupart n'ont pas travaillé depuis plusieurs années. C'est déjà un gros challenge et donc on veut que ça reste vraiment à échelle humaine et c'est un projet de territoire et on veut des réponses locales aux problèmes. Chaque territoire doit inventer ses emplois, créer ses emplois, identifier les besoins non satisfaits, être à l'écoute des gens, etc. Donc c'est vraiment l'échelle locale qui est très importante. L'exhaustivité, c'est-à-dire que un des buts du projet, c'est de montrer qu'on est capable, sur un territoire donné, d'assécher le chômage de longue durée. Donc c'est ça le pari. On fait le pari qu'on va arriver à l'exhaustivité. Alors, on sait déjà que sur les 10 territoires, il y en a au moins 2. Alors c'est pas les plus peuplés. Hein, je crois que ça doit être Pipriac et Mauléon.
c'est des territoires de quelques milliers d'habitants, mais on a bon espoir que sur ces territoires-là, à la fin de 2018, on aura trouvé de l'emploi pour les 80 ou 100 personnes qui sont au chômage de longue durée sur le territoire. Il y a un des territoires où probablement l'entreprise à but d'emploi, donc la structure qui est créée pour accueillir les gens, va devenir le premier employeur du territoire. Bon, c'est un clin d'œil, mais ça montre que c'est possible. Une des grosses caractéristiques aussi du projet, c'est qui est un peu en rupture avec ce que faisait l'insertion par l'activité économique, c'est qu'on propose aux gens des contrats à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on estime que que les gens reviennent à l'emploi et reviennent à une vie sociale digne de ce nom, il faut de la stabilité, il faut de la visibilité, et donc les entreprises à but d'emploi qui sont mises en place dans les territoires embauchent les gens en CDI. Avec un pari qui est un peu fou, parce que malheureusement, des gens qui sont en difficulté, ils sont créés tous les jours, et donc le pari, et l'entreprise à but d'emploi, je vous ai dit, elle doit rester à échelle humaine. Donc le pari qu'on fait, c'est que les gens qui, malgré le fait qu'ils soient en contrat à durée indéterminée, le retour à l'emploi va faire qu'ils vont se remettre dans le cycle de la vie sociale, de la vie économique, et qu'à un moment, ils vont voir des opportunités et qu'ils vont sortir parce qu'ils vont trouver des choses plus intéressantes à faire, se mettre à leur compte, rejoindre une entreprise un peu plus spécialisée dans l'économie classique, etc. et tout. Mais tout ça, ça va être vérifié par l'expérimentation. Pour le moment, c'est de l'ordre un peu du pari. La méthode. Donc, j'ai déjà insisté sur le sujet. Le pilotage local, c'est-à-dire que, alors c'est très important de dire que c'est un projet qui doit vraiment partir du territoire. À chaque fois qu'il y a eu une volonté politique et que quelqu'un nous dit c'est super, on va faire un projet territoire zéro chômeur là, si ça vient pas des gens à la base, ça capote. Le projet il est plaqué et ça marche pas. Donc ça doit venir du terrain et ça doit être un pilotage vraiment local. Et il faut respecter toutes ces phases. La première phase, ça sert à rien de se lancer. Alors les gens, ils veulent tout de suite, ils veulent tous passer à la phase 2 très rapidement, parce que le schéma habituel de la lutte contre le chômage, c'est de trouver du boulot. Donc on va faire l'inventaire de tout ce qu'on pourrait trouver comme boulot, créer des emplois sur le territoire et tout. Nous on dit, on va le faire ça. Bien sûr qu'il faut le faire, mais on le fera en phase 2. La phase 0, c'est on se réunit tous sur le territoire, tous les acteurs, les élus, les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les citoyens engagés, tout le monde. C'est pour ça qu'il faut que ça soit un petit territoire, parce que sur un truc énorme, c'est monstrueux. Bon, donc on se réunit tous et on a tous envie de tenter l'expérimentation de faire le projet. Si on commence à se chamailler que par exemple l'IAE en veut pas, c'est pas la peine. Tant qu'on n'est pas en phase et qu'on n'est pas tous d'accord pour y aller, il faut pas y aller. Donc cette phase 0, elle est indispensable. C'est ce qu'on appelle la fabrique du consensus, et on y tient, on insiste. Il faut fabriquer le consensus avant de partir, sinon on part pas. 2, alors ça, les gens, ils ont toujours un peu peur, mais il faut aller voir les chômeurs de longue durée. Il faut les associer au projet dès le départ. Ça, c'est le côté aussi ATD Quart Monde. Il faut aller chercher les compétences. Alors les gens ils disent oui mais on n'a pas encore démarré, on va déjà voir les chômeurs, on va les décevoir, on va créer des espoirs, etc. et tout. Mais non, les chômeurs ils sont pas plus bêtes que les autres. Si on leur dit si on leur dit bien dès le départ, on vous promet rien, mais on va avancer ensemble et on a besoin de votre avis pour avancer ensemble parce que vous êtes des citoyens et vous êtes quand même les plus concernés par le sujet parce que c'est des emplois pour vous qu'on veut tous bâtir ensemble. Donc venez avec nous réfléchir, venez dire de quoi vous avez envie. Vous êtes du territoire, donc vous savez ce qu'il y a comme besoin non satisfait sur le territoire aussi bien que les autres. Donc rejoignez le projet, venez avec nous pour construire le projet. Donc ça, cette phase-là, elle est très importante et il ne faut pas se précipiter sur la deuxième tant qu'on n'a pas également mené la première. Et puis une fois que tout ça c'est bien mûr, eh ben on peut aller créer son entreprise à but d'emploi si le cadre juridique le permet. Donc le comité local, là, je viens d'en dire un mot, c'est vraiment c'est le cœur du projet. Je ne citerai pas de nom, mais dans les 10 territoires,
Là, c'est marqué, c'est un PowerPoint que j'ai utilisé qui n'a pas été fait par moi. Il y a marqué dans l'ordre élu, acteurs socio-économiques, demandeurs d'emploi et habitants. Moi, j'aurais tendance à inverser l'ordre. Je pense que la composition, le point de départ, c'est demandeurs d'emploi et habitants. Parce que j'ai en tête un territoire qui est actuellement en train d'expérimenter où très clairement le comité local, c'est l'élu. C'est-à-dire que c'est un maire qui a dit, mais et on peut même pas jeter la pierre parce que c'est sympa, qui a dit, mais moi ce projet il est super, je le veux chez moi. Et donc, comme c'est un maire qui avait un poids politique, il a obtenu d'avoir une expérimentation sur son territoire et de faire partie des 10. Sauf que il y a que lui au départ qui avait vraiment envie de faire ce projet. Et donc il a mis les moyens, il a mis tout le monde et tout, mais le territoire qui a été choisi, il était même pas au courant qu'il avait envie de faire ça. Donc il a fait des réunions d'information, il a présenté le projet et puis c'est parti. Bon, ben ça va finir par démarrer, quoi. Mais c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est des citoyens et des demandeurs d'emploi du territoire qui ont envie d'y aller et qui vont chercher leurs élus pour dire, on peut pas y aller sans vous, vous nous représentez, c'est vous qui avez les contacts, on y va, venez avec nous. Et là, on met le projet dans le bon sens. Oui, j'accélère. Donc, je vais accélérer. Ces pages-là, vous allez les retrouver dans les brochures. Donc, je vais accélérer parce que vous savez lire comme moi et donc vous pourrez les lire dans les brochures que je vais vous laisser. Donc, les 10 territoires qui sont en cours, les voilà. Donc, vous voyez, il y a 7 territoires vraiment ruraux. Alors, il y en a 4 qui étaient en fait partis même avant la loi et qui avaient dit, mais on s'en fout, on n'a pas de loi, mais nous on avance. Donc, ceux-là, c'est ceux qui vont arriver rapidement à l'exhaustivité et qui sont les plus avancés. C'est évidemment les 4 ou 5 qui étaient partis depuis 2 ans et qui étaient prêts au moment où la loi est passée. Après, il y a 3 territoires urbains. Il y a 2 quartiers de Lille et Tourcoing, je crois. Et puis il y a le 13e arrondissement, un quartier, un petit morceau du 13e arrondissement, et puis un quartier de Villeurbanne, et les 7 autres sont vraiment des territoires ruraux. Un petit point sur le projet où il en est. Donc il y a les 10 territoires qui sont en train d'avancer. Il y a donc actuellement à peu près 400 emplois, les 10 entreprises à but d'emploi, donc les 10 structures qui accueillent les demandeurs d'emploi ont été créées tout assez rapidement dans les 6 mois suivant le démarrage du projet. Le projet il a vraiment démarré début 2017, le temps qu'il y ait des décrets d'application, l'appel à candidature et tout. Donc ça marche bien, les 10 structures sont créées, il y a je crois entre 30 et 80 emplois créés à peu près par structure. Ça marche bien. Les premiers constats, c'est que on ramasse bien les seniors, c'est-à-dire que la moyenne d'âge des salariés est aux environs de 45 ans. Donc si la moyenne est à 45, ça veut dire qu'on est quand même, le curseur est assez haut. Donc des gens bien éloignés de l'emploi, comme je vous le disais, des gens qui ont 4 ans d'ancienneté dans le chômage. Alors l'actualité, actuellement, le truc sur lequel on travaille très fort, c'est qu'on estime que pour garder une dynamique du projet, il ne faut pas attendre juste 5 ans puis dire c'est bon, c'est pas bon. Il faut lancer tout de suite une deuxième phase d'expérimentation en corrigeant quelques aspects qui ont été un peu ratés dans la première loi et en essayant dans d'autres territoires périurbains, outre-mer, tout ça. Enfin, il y a un certain nombre de types de territoires qui ont été un peu oubliés dans la première phase. Et donc, on a vraiment besoin de cette deuxième phase un peu plus importante d'expérimentation. Et donc, on bosse actuellement avec toutes les assos et puis les partenaires pour aller réclamer, et avec les nouveaux élus, parce que il ne vous a pas échappé que c'est pas la même majorité qui a voté le projet et celle qui est en place. Mais on a plutôt un bon accueil pour le moment. On a bon espoir de pouvoir continuer le projet en 2019 avec une deuxième vague d'expérimentation. Alors, la petite réflexion que je voudrais vous partager, je me suis interrogé en disant, c'est aussi une démarche écologique. Donc, en quoi est-ce une démarche écologique? Bon, déjà, je pense les valeurs humaines ne nous laissent pas indifférents, tous ici. Laisser les gens sur le côté
et ne pas utiliser tous les potentiels humains possibles. Le gaspillage humain, c'est peut-être le premier des gaspillages contre lequel il faut lutter actuellement sur Terre. Donc le projet, il est écologique parce qu'il veut pas laisser de côté la première valeur et la première richesse de la Terre, qui sont ses habitants. Donc je pense que c'est déjà un premier aspect. Le gaspillage financier, alors évidemment, on le mettra pas sur le même plan, mais tout le monde nous dit que l'argent il est rare, qu'il faut faire attention et tout. Dépenser des milliards uniquement pour maintenir en survie des gens et ne pas leur permettre de participer à l'activité de la société, c'est aussi un gaspillage. Donc on pense que il faut lutter contre ça. Et puis donc il y a les gaspillages liés à l'environnement. Alors ceux-là, en quoi on les retrouve dans le projet. On les retrouve dans le projet parce que alors, comme je vous l'ai dit, les emplois, on part de ce que les gens se sentent capables de faire et ont envie de faire. Et donc, sans qu'on impose aux gens de dire vous allez travailler dans la transition écologique, les gens, spontanément, quand ils regardent autour d'eux dans leur territoire ce qu'il y a à faire, ils y voient des choses qui ont un rapport avec la transition écologique. Et donc, sur les 400 emplois créés, alors c'est assez variable, évidemment, d'un secteur rural à un secteur urbain. Les enjeux sont pas tout à fait les mêmes, mais on a entre 30 et 50% des emplois créés qui sont des emplois liés à l'écologie. Donc, on voit bien que quand on part des attentes des gens et de ce qu'ils pensent être utile autour d'eux, on arrive assez rapidement sur des aspects écologiques. En quoi également c'est une démarche écologique, c'est qu'on voit bien que la granulométrie du projet, son caractère très local, très ponctuel, il répond à un vrai besoin, c'est-à-dire que la COP 21, tous les grands projets nationaux, internationaux qui portent une volonté de transition écologique, ils ont quand même souvent du mal à descendre au niveau du petit canton rural du fin fond de la France. Et que donc quand on vient bâtir un projet comme ça permet de ramasser des déclinaisons vraiment locales et de proximité sur ces questions-là qui sont pas toujours faciles à atteindre. Donc ça, je pense que c'est également une des dimensions importantes sur cet aspect-là. On a également un partenariat avec l'ADEME qui travaille avec l'équipe nationale et qui finance un peu une étude qu'on a menée également pour voir justement dans les besoins non satisfaits au niveau des territoires, d'arriver à les caractériser et à les mettre un peu en forme. Et donc les 4 thèmes sur lesquels on travaille actuellement avec eux, c'est ceux que vous voyez actuellement affichés. C'est la lutte contre la précarité énergétique, l'écomobilité, l'économie circulaire et l'agriculture durable. Mais bon, ça, je pense que l'intervention suivante va illustrer ça. Je ne vous donne pas plus de détails là-dessus. Et enfin, pour terminer, faire le lien avec ce qui va vous occuper pendant les jours à venir, je me suis posé la question à moi-même de dire, mais en quoi ce qu'on fait là à Territoire Zéro Chômeur peut rejoindre cette réflexion sur la sobriété. Alors, je pense que là, une première chose, c'est cette recherche de solutions locales modestes. Je pense que c'est d'arrêter de penser qu'on va trouver l'idée géniale qui va résoudre tous les problèmes de la France, de la Terre, etc. et tout, et de se dire non, on va commencer modestement dans notre environnement, le contexte qu'on a autour de nous, les gens qu'on a autour de nous, les besoins qu'on a autour de nous, et on va déjà trouver des solutions à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de réfléchir au niveau international ou national, mais avant de se lancer dans des grands débats tous dans notre coin sur ce qu'on peut faire, etc. au plan national, déjà, si tous les territoires arrivent à bâtir déjà, à résoudre, moi la subsidiarité, je suis à fond pour. Et donc je pense que la sobriété a besoin de subsidiarité, et donc c'est un aspect important du projet. Et alors, le thème de l'après-midi, c'est tout est lié. Je pense que la construction d'équilibre entre tous ces aspects humains, sociaux, politiques, économiques, environnementaux, elle est également importante, et que justement cet équilibre-là, quelque part aussi, il est facteur de sobriété et d'efficacité dans les démarches.
Puis enfin, c'est un projet citoyen qui est basé sur un consensus et sur une solidarité à l'intérieur du territoire. Et donc, moi, j'y vois un bon préalable à une sobriété qui peut être partagée, fraternelle, et puis une sobriété heureuse, pour reprendre une expression, je pense que vous allez également recroiser assez souvent. Et puis donc, je serai à votre écoute pour au moins cette journée, et je vous souhaite de très bons échanges sur tous ces sujets. Merci. Merci.